ravie de vous retrouver enfin pour le premier jour du calendrier de l'Avent spécial drama que je réadapte aussi pour les livres. Le concept de ce calendrier spécial drama, c'est organisé par Lucien ou Lucienne, je sais jamais trop comment on prononce son pseudo, qui tient le blog Fragment d'étoiles, qui organise maintenant depuis pas mal de temps le calendrier de l'Avent spécial drama avec une question large à répondre chaque jour du type quel a été votre drama préféré de l'année, quel acteur avez-vous aimé retrouver cette année, etc. Et je réadapte ces questions aussi pour les livres puisque ma chaîne parle essentiellement de livres. Et du coup, ça fait aussi une sorte de petit bilan à l'avance pour les 24 jours du calendrier de l'Avent. Je vous posterai chaque jour à partir de midi ces vidéos qui auront été tournées en avance. Donc là, pour les 4-5 premiers jours, c'est normal si vous me voyez habillée comme ceci, avec ma robe de Noël, puisque ça annonce Noël, forcément. Et pour la première question, la question du jour, il s'agit de quelle annonce de production de drama t'a donné envie avant même que le drama ne sorte, et du coup quelle annonce éditoriale t'a donné envie avant même que le livre ne sorte. Et du coup pour les dramas, les nommés que j'ai sélectionnés pour cette question, il s'agit de Numbers, un drama coréen, il y a aussi A League of Noblemen, un drama chinois, puis Enigma qui est un drama thaïlandais. Aussi dans la catégorie il y a Desire Catcher qui est un drama chinois. Alors, entre tous ces dramas, lequel j'ai désigné gagnant, il faut savoir que pour chaque question, j'ai pris le parti de désigner gagnant à chaque fois un drama et un livre différent, histoire d'avoir plus de variété et de pouvoir parler d'autres choses plutôt que de toujours désigner les mêmes. Et donc là, celui que j'ai désigné gagnant pour cette première question, il s'agit du drama coréen Numbers. Numbers, pourquoi? Parce que dès que j'ai vu dans la fiche de production le casting, je savais que j'allais le voir dans tous les cas, puisqu'il y a notamment Elle des Infinite, qui joue dedans un des deux rôles masculins principaux. Et franchement, elle, ça faisait pas mal de temps que je ne l'avais plus vu jouer dans un drama. Et c'est un de ces acteurs idoles que j'aime énormément. Elle, dans Infinite, il faut savoir que c'est le visual du groupe, que pendant très longtemps, il a été juste catégorisé comme étant le visual du groupe et qu'il a énormément travaillé sur ses capacités de danse, de chant, de théâtre, de jeu d'acteur, pour pouvoir un petit peu s'émanciper de ce rôle de simplement être le visuel du groupe, pour pouvoir aussi être au même niveau que les autres membres. Et c'est finalement avec sa carrière d'acteur qui s'est plus dépassé, qui s'est plus dévoilé. Et dans Numbers, il passe un nouveau cap, je trouve, dans sa carrière d'acteur. Elle a toujours joué des rôles de personnages assez intelligents, mystérieux, mais en même temps attachants. Et dans Numbers, du coup, il joue un lycéen qui fait tout pour pouvoir venger la mort de son père adoptif, qui s'est suicidé après la faillite de son entreprise. Et pour lui, il n'y a qu'une seule raison sur la faillite soudaine de son entreprise, puisqu'il n'y avait pas lieu d'avoir de faillite à son entreprise qui se tenait très bien jusque-là. Et d'un coup, l'annonce tombe, son entreprise doit fermer les portes, fait faillite et croule sous les dettes, mais des dettes qui apparaissent de nulle part. Et du coup, son père adoptif et sa sœur adoptive sont tous les deux victimes, pas forcément de harcèlement, mais au moins de la part des autres victimes de l'entreprise qui sont membres de l'entreprise et qui n'ont pas pu faire autrement que de partir voir ailleurs, surtout que l'entreprise aussi c'est une entreprise de construction de bâtiments, donc ce sont des ouvriers, pas forcément un métier facile et évident pour trouver une place dans cette branche-là, donc forcément ça a fait beaucoup de victimes. Et ce lycéen, du coup, va tout faire pour entrer dans la plus grande agence de comptables qui, pour lui, est responsable de la faillite de l'entreprise de son père adoptif. En gros, c'est voilà, si vous connaissez un petit peu le milieu de la comptabilité, et si vous connaissez aussi un petit peu sur l'économie coréenne, ce qui n'est pas vraiment mon cas, hormis
3 dramas qui parlent de l'économie coréenne. Je n'y connais pas grand-chose en économie. J'avais bien aimé le scénario, j'ai bien aimé les personnages, mais c'est vrai que du coup, forcément, dès que ça abordait les stratégies économiques pour sauver telle ou telle entreprise, j'étais un peu perdue, mais au-delà de ça, le scénario était vraiment très bien écrit, les personnages eux-mêmes, on ressentait vraiment une réelle chimie entre chaque relation qui était très bien construite, et elle est encore une fois brillant dans son rôle, dans son personnage qu'il interprète très bien, et il y a une très bonne chimie entre son partenaire principal, l'autre héros masculin avec qui il partage l'affiche de ce drama, et aussi un personnage féminin secondaire, mais qui peut être considéré comme un personnage principal. Enfin voilà, elle est entre les deux, mix entre personnage féminin principal, mais quand même assez secondaire par rapport aux deux héros qui sont en tête de l'affiche de ce drama. Elle a quand même une place importante parce qu'elle aide beaucoup ce duo principal. Et à chaque fois, voilà, je tombe sous le charme de elle, aussi bien physiquement que sa manière de jouer, ses mimiques, tout ça. Je suis fan et du coup, c'est le drama que j'attendais avec le plus d'impatience. Et une fois qu'il est sorti, j'ai bingé tous les épisodes, j'étais à fond, j'ai adoré. Et du coup, du côté des livres, maintenant, les nommés sont Mystery of Stone Manor, La chasseuse et l'alchimiste, Du thé pour les fantômes, et enfin la série, la trilogie Tarot. Alors, pourquoi c'est nommé? C'est vrai que j'ai pas précisé plus pourquoi pour les dramas, parce qu'il y en avait beaucoup. Pour les livres, Mystery of the Thorn Manor, c'est la mini-suite de Sorcery of Thorn que j'avais énormément appréciée. Pour cette mini-suite, si vous n'avez pas aimé plus que ça Sorcery of Thorn, je vous conseille pas forcément de vous lancer dedans, même si elle est très courte. Elle s'adresse vraiment aux fans et encore plus de Nathanael Thorne, le héros masculin, enfin le personnage masculin principal de Sorcery of Thorn, où on revient davantage sur les mystères autour de sa famille et le manoir dans lequel il habite. Et j'ai beaucoup aimé. La chasseuse et l'alchimiste, c'est un one-shot de fantasy qui est magnifique, qui a reçu des avis très mitigés, mais que j'avais énormément aimé. Et moi, forcément, c'était surtout par rapport au fait que le livre était magnifique, que j'attendais avec impatience de le recevoir. Lutter pour les fantômes, c'était le titre que je trouvais assez intriguant et le résumé aussi qui me plaisait bien, puisque je me disais que ce serait vraiment une lecture parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et finalement, quand je l'ai lu, je n'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout du livre. C'était un peu une déception, mais j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience cette sortie littéraire. Et enfin, Tarot, parce que à son annonce de sortie, ils avaient indiqué que chaque tome sortirait chaque mois à partir d'août. Donc le premier tome est sorti en août, le deuxième en septembre et le troisième en octobre. Et tout l'univers autour des cartes du tarot dans un univers de fantasy qui rappelle vraiment ces cartes du tarot. Et c'était super bien et j'attendais vraiment aussi avec beaucoup d'impatience de pouvoir me lancer dans cette trilogie. Et finalement, celui qui en ressort gagnant dans tous ces nommés, c'est Mystery of Stone Manor, puisque si je reviens à la thématique de base de la question, vraiment l'annonce que j'attendais avec le plus d'impatience d'avoir entre les mains et de pouvoir le lire, c'était vraiment cette mini-suite que j'attendais avec impatience de Sorcery of Stone, que j'avais adoré l'ambiance de cette histoire, les personnages, savoir qu'il y avait une mini-suite qui allait sortir. J'ai mis parce que le livre est vraiment très très court. D'ailleurs, vous pouvez voir la tranche qui est juste là. Et il est vraiment très très court. C'est pour ça que je dis qu'il s'adresse vraiment aux fans qui ont vraiment apprécié le livre et en particulier la famille de Nathanael et tout ce qui est autour, le personnage de Nathanael, ces mystères, c'est tout ça en fait, toute cette ambiance qui fait que cette famille a une place importante dans l'univers de Sorcery of Dawn. Si vous avez aussi aimé l'ambiance qu'il y avait dans son manoir, qui a vraiment une place importante du coup dans cette mini-suite, puisque les deux personnages sont bloqués dans ce manoir et vont petit à petit découvrir plein de petits secrets qui entourent l'arbre généalogique de Nathanael.
Ça m'a fait penser un petit peu à la mini-suite de La Belle et la Bête, quand il y avait eu cette mini-suite de plusieurs épisodes qui se passaient aux périodes de Noël. Bon, en termes de scénario, ça ne valait pas grand-chose, mais en termes d'ambiance, j'ai vraiment ressenti cette ambiance-là de conte hivernal, c'est vraiment l'ambiance que j'ai ressentie, et j'ai adoré, et du coup c'est pour ça que je désigne Mystery of Town Manor gagnant de cette première question du calendrier de l'Avent. Du coup, en drama, c'est Numbers que j'ai retenu. Et en, série, en livre, c'est Mystery of Town. On se retrouve demain pour la deuxième case du calendrier de l'Avent. Et vous, dites-moi en commentaire quelle annonce de production, drama ou éditoriale vous a donné le plus envie avant même que le drama ou le livre ne sortent cette année. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous donne rendez-vous dès demain.